Et si pour comprendre une ville entière, il suffisait de suivre une seule rue? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parcourir un itinéraire parisien pour découvrir comment 2000 ans d'histoire, de l'époque romaine jusqu'à nous, se sont superposés, se sont cachés et parfois se révèlent, juste sous le bitume. Voilà la question qui va nous guider, parce que chaque recoin de ce chemin, il cache des récits de génie, de brutalité, des légendes et des transformations complètement dingues. C'est une invitation à décrypter les secrets que Paris murmure à ceux qui prennent le temps d'écouter. Bon, alors allons-y. Notre voyage commence sur ce qui était, il y a bien longtemps, le Cardo Maximus de Lutèce, le nom romain de Paris. Il faut s'imaginer que c'était l'artère principale, l'axe qui structurait toute la ville romaine. Une ligne droite, parfaite, tracée vers le sud-est, en direction de la mère patrie, Rome. Sauf qu'avec la chute de l'Empire romain au 5e siècle, tout change. Paris se ratatine littéralement. La ville se replie sur l'île de la Cité par peur des invasions. Et notre grande route, eh bien, elle n'est plus qu'un chemin qui traverse des ruines et des terrains vagues. Il faudra attendre des siècles pour que la ville grandisse à nouveau et vienne réclamer cette voie pour se réinventer dessus. Allez, notre premier grand arrêt nous amène sur la montagne Sainte-Geneviève. Aujourd'hui, c'est un lieu de savoir, mais à l'époque, c'était un endroit de contraste absolument extrême. L'effervescence intellectuelle des Lumières y côtoyait les châtiments les plus barbares. Et c'est aussi là que les légendes prenaient racine dans le quotidien. Ce qui est fascinant ici, c'est cette juxtaposition. D'un côté, on a Denis Diderot, dans un petit appartement, qui lance l'un des plus grands projets intellectuels des Lumières. Et de l'autre, juste en bas sur la place, on a l'estrapade, un instrument de torture effroyable qui disloque les corps des condamnés, souvent pour leurs idées. L'esprit et la chair, la raison et la barbarie qui cohabitent dans le même tout petit périmètre, à la même époque. Et ce projet, l'encyclopédie, c'était une révolution en soi. Diderot est allé déterrer ce mot presque oublié qui à l'origine voulait juste dire « manuel pour enfants » pour le transformer en un symbole du savoir universel. Son but, créer le dépôt de toutes les connaissances humaines. Rien que ça. Une ambition folle, pilotée depuis son petit cabinet de travail. Et Diderot, on peut dire qu'il n'avait aucune intention de plaire à tout le monde. Bien au contraire. Cette citation, elle vient de son premier livre, et elle montre bien son esprit rebelle. Il ne cherchait pas le consensus, il cherchait à faire réfléchir, à provoquer. Et ça a marché. L'ouvrage a fait un tel scandale qu'il a été condamné à être brûlé par le Parlement de Paris. Mais le quartier n'est pas fait que de grandes histoires. Il est aussi fait de petites légendes. L'une des plus célèbres, c'est celle de la rue du Puy qui parle. Imaginez un peu la scène. Au XVe siècle, un mari, un peu colérique, lassé des disputes, jette sa femme dans le puits. Le lendemain matin, il se penche pour vérifier. Et c'est là que le mystère commence. Parce que la femme, eh bien, elle n'était pas morte. Elle avait réussi à trouver refuge dans une petite anfractuosité et elle a attendu son heure. En entendant ces cris, les voisins sont accourus, le mari a été démasqué, puis pendu. Et la rue, elle, a gagné ce nom mémorable, la rue du Puy qui parle. Une sacrée histoire de vengeance venue des profondeurs. On poursuit notre chemin vers le sud pour découvrir l'histoire d'un acteur majeur de ce quartier. Un acteur aujourd'hui totalement invisible, la Bièvre. C'était une rivière qui a été la source de la richesse du coin, avant de devenir un problème tellement grave qu'on a tout simplement décidé de l'effacer de la carte. L'histoire de la Bièvre, c'est une sorte de tragédie écologique en 4 actes. D'abord, une rivière propre, pleine de castors, ce qui lui a donné son nom. Puis, elle devient le moteur de l'industrie locale. Mais cette même industrie va la tuer. Les tanneurs, les teinturiers, les bouchers, ils la transforment en un égout à ciel ouvert. Finalement, en 1912, comme elle est devenue trop puante, trop dangereuse, la ville l'enterre sous le béton. Fin de l'histoire. Et le monde qui vivait de cette rivière était, disons, incroyablement odorant. Il y avait les tanneurs, les bouchers et, bien sûr, les gobelins, devenus riches et célèbres pour leur teinture rouge écarlate. Mais le métier le plus surprenant, c'était sans doute celui de ramasseur de crottes. Oui, un vrai métier. Des gens ramassaient les déjections des chiens et des chevaux pour les vendre aux tanneurs. Pourquoi ? Parce que l'acidité des excréments était parfaite pour traiter les peaux. On imagine à peine l'odeur du quartier. On avance encore un peu dans le temps, vers une époque de changement encore plus rapide. Au 19e et 20e siècle, le quartier subit d'autres transformations massives. Un gigantesque marché aux chevaux, qui était un peu le cœur bruyant de la vie parisienne, va disparaître. Et des projets d'urbanisme radicaux vont tenter de faire table rase du passé. C'est difficile de se l'imaginer aujourd'hui, mais pendant plus de 2 siècles et demi, cet endroit était le centre névralgique du commerce de chevaux à Paris. C'était une foire immense, chaotique, un vacarme permanent. Et puis, en 1906, tout a disparu, ne laissant que quelques cicatrices très discrètes dans le paysage. Ce tableau nous montre bien l'éventail social incroyable de ce marché. On passait des talons de course à plus de 1600 francs à de vieux canassons vendus à peine 70 francs pour l'abattoir.
Mais attention à l'arnaque, les Maquignons étaient des experts pour limer les dents ou utiliser du gingembre pour faire paraître un animal plus jeune et plus vigoureux qu'il ne l'était. Et la réinvention, elle ne s'arrête jamais. Dans les années 70, un projet d'urbanisme complètement fou, inspiré par Le Corbusier, a failli raser une bonne partie du quartier pour y construire une forêt de béton. Heureusement, le projet a été stoppé, mais les quelques tours qui ont quand même été bâties sont là pour témoigner de cette ambition. C'est une constante dans l'histoire de Paris, cette volonté de faire table rase du passé. Voilà, notre parcours s'achève juste à l'extérieur des anciennes portes de Paris, avec une dernière énigme, une énigme de nom de lieu. Le nom Kremlin-Bicêtre est un collage improbable, un puzzle d'histoire qui s'étale sur des siècles et des milliers de kilomètres. C'est le dernier mystère de notre voyage. Un évêque anglais d'un côté, une forteresse russe de l'autre, mais comment ces deux éléments ont-ils pu se retrouver dans le nom d'une ville de la banlieue parisienne? La réponse, c'est une cascade d'événements historiques, de légendes et surtout de déformations linguistiques. Alors, on décompose. Tout commence en 1286, avec l'évêque de Winchester en Angleterre. Les Parisiens de l'époque ont du mal à prononcer ce nom et au fil du temps, ça se transforme en Bicêtre. Des siècles plus tard, après la campagne de Russie de Napoléon, des soldats blessés sont soignés à l'hôpital de Bicêtre. Pour leur rendre hommage, une taverne ouvre juste à côté et s'appelle Au Sergent du Kremlin. Et finalement, quand la commune grandit, elle fusionne les deux noms. Le nom de la ville est donc né de la mémoire déformée d'un évêque anglais et d'un hommage à des soldats revenus de Moscou. Incroyable, non ? Au final, ce nom, c'est le résumé parfait de notre parcours. Il n'est pas le fruit d'un plan, mais d'une série d'accidents, de hasards. C'est l'illustration parfaite de la façon dont l'histoire se construit. Pas comme une ligne droite dans un musée, mais comme une architecture invisible qui façonne notre présent et qui est écrite dans le nom des rues et dans le tracé des rivières qu'on a enfouies. Et ce voyage le long d'une seule route parisienne nous laisse avec une question. Si autant d'histoires peuvent se cacher ici, combien d'autres récits oubliés dorment sous nos pieds, dans les rues que l'on emprunte tous les jours sans même y penser ?